Il est 9h19. Un livre ce matin, la trajectoire d'une grande journaliste au travers de ses présidents, de ses présidentiables. Il y a beaucoup d'émotions aussi parce on parle un peu de vous, bien entendu. Catherine Ney est avec nous, journaliste politique, écrivain et auteur de ce livre. Tu le sais bien, le temps passe aux éditions Bouquin. Oui, c'est un livre témoignage en même temps sur une époque, en fait, Catherine Ney, quoi. C'est ça. Oui, forcément, puisque moi, c'est 25 ans, c'est un quart de siècle de témoignage. Donc, même plus, en fait, au-delà. Mais le deuxième tome. Là, j'ai commencé en 68, vous voyez, voilà, donc évidemment, donc c'est... Mais ça, c'était le premier tome. Voilà, mais là, celui-là, il parle de l'élection de Jacques Chirac jusqu'à la fin de Hollande, mais je ne parle pas du quinquennat de Macron parce que j'ai pas de souvenir avec lui. Donc, ce que je pourrais en dire, c'est ce que tous nos confrères en disent, mais moi je ne l'ai pas spécialement suivi. Donc, et en plus c'est un président que sur la patte humaine, je le capte pas vraiment. Je l'ai pas assez vu. Oui, alors que là, justement, c'est la patte humaine en fait qui est particulièrement importante en fait à chaque fois. Ce que vous voyez dans la politique, ce qui est mis par les uns les autres. Et donc ce livre démarre avec pas forcément Jacques Chirac, mais Bernadette Chirac. Et oui, parce que l'entrée d'un président le jour de l'investiture, c'est important. Et donc je regardais les images et j'ai vu Bernadette arriver. Et j'ai vu qu'elle était seule sur le tapis rouge et qu'elle avait un peu forci et tout d'un coup elle s'est tordu la cheville. Et on avait ri à Europe dans la rédaction et c'est anodin. D'ailleurs, si vous regardez Internet, vous pouvez revoir cette entrée. C'est bon. Mais ça a eu un effet, vous voyez, terrible sur sa fille qui a dit mais maman, c'est pas possible. Elle va ringardiser mon père. Elle faisait vieille dame, vous voyez, elle avait pris du popotin, comme on dit, tout ça. Et donc elle l'a complètement écartée. Elle a dit que sa mère ne devait plus apparaître. Donc on l'a laissée, qu'elle s'occupe du jardin, des tables, et qu'on ne l'entende plus. Et c'était Claude qui a pris la main sur son père et qui a eu sur la communication dont Bernadette était exclue. Et elle, ce qui est extraordinaire, c'est comment peu à peu, elle a gagné sa place et surtout très vite, parce que après la dissolution, qui a été quand même une expérimentation hasardeuse, comme disait Jospin qui en a profité, elle, pendant ces 5 ans, elle n'a pas arrêté de travailler à la popularité de son mari et même à sa réélection, d'abord en le rendant populaire à travers son action sur les pièges jaunes. D'ailleurs, elle disait, vous savez, les gens croient que Chirac, c'est le mari de Madame Piège Jaune. Ça voulait dire que grâce à moi, vous voyez, et puis elle était tellement formidable avec ce franc-parler, puis c'était une femme du terrain qui avait acquis son indépendance, son émancipation politique en Corrèze, en y allant toutes les semaines, les gens lui parlaient, elle était la première à voir que Le Pen allait faire un score en 2002, et Chirac lui disait, mais vous dites n'importe quoi Bernadette, elle lui rapportait du terrain, vous voyez, elle est devenue une femme politique, et puis elle a écrit ce livre avec Patrick de Carolis, qui est tordant, d'ailleurs j'en lis, voilà, et donc elle a tout à fait œuvrer à la résurrection de son mari qui était complètement vilipendé, traité de grand con, je traite entre guillemets, par ceux qui... Il y avait 220, à cause de la dissolution, il y a 220 députés qui ont été battus, vous voyez, c'était l'hécatombe. Donc c'est quelque chose qui aurait parié en 97 que Chirac serait élu en 2002. Donc c'est Bernadette Chirac qui sauve, entre guillemets, Jacques Chirac, quoi. Qui sauve, je veux dire, il faut dire que Jospin y a mis du sien aussi, parce qu'il a fait une mauvaise campagne, parce qu'il n'était pas attrayant, et que malgré ses erreurs, même après la dissolution, Chirac restait sympathique aux gens, parce que c'est un type chaleureux, comme ça, qui a des défauts, qui est un peu ceux de tous les Français, qu'on aime bien, tandis que l'austère qui se marre, comme s'appelait lui-même Jospin, était quand même quelqu'un d'un peu sectaire, et qui, vous voyez, d'ailleurs ses ministres préféraient voyager avec Chirac qu'avec lui, vous voyez, d'ailleurs il en était très jaloux, vous voyez, donc, mais quand même, penser que Chirac aurait pu être réélu, moi je l'aurais pas parié, vous voyez, et puis voilà, ça c'est Pilan qui lui avait dit, son conseiller, vous savez, en 5 ans, vous pouvez vous refaire, et voilà, et puis quand même, il a été réélu dans des conditions, mais hors norme, parce que faire 82% au deuxième tour, parce que Le Pen était là, donc il a eu aussi une chance extraordinaire, donc c'est ça, donc c'est un théâtre, vous voyez,
il y avait quand même, pour qui regarde, c'est vraiment, on pourrait en faire une série télévisée, on le croirait pas, vous voyez. Mais on voit l'importance des femmes de présidence, dans le bon sens et dans le mauvais sens. Oui. On voit l'influence chez Nicolas Sarkozy, on le voit avec Emmanuel Macron, on l'a vu avec François Hollande. Enfin, comparaison n'est pas raison, parce que Nicolas Sarkozy, moi je dirais que ça lui a fait rater son entrée. Ah bah oui, vous y revenez longuement, évidemment. Vous revenez notamment avec les confidences de Maurice Lévy, hein, quand il prend l'avion pour aller, je ne sais plus, aux Émirats, à Petra, où il y avait un forum. Et là, dans l'avion, il y a... il voit Cécilia toute seule, donc il dit tiens, c'est bizarre, et puis après il la voit à l'hôtel où elle lui dit j'ai quelque chose à te dire, je suis amoureuse de Richard, alors Richard Attias. Donc lui il dit mais tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça à Nicolas. Enfin, mais elle dit non, mais je l'aime, et puis Attias dit je l'aime aussi, donc... Voilà, c'était deux êtres qui s'étaient rencontrés. Bon, ça, c'est les aléas de la vie. Mais ce qui est terrible pour Nicolas Sarkozy, c'est que c'est la première fois qu'un homme va être élu pour la première fois. Donc, ce qui est vraiment, c'est une performance d'être élu en France pour la première fois à la présidence de la République, et qui est un vaincu de l'amour, parce que depuis 6 mois, sa femme lui a dit dès que tu seras élu, je te quitte. Mais lui, il s'est dit, une fois que je serai élu, elle ne pourra plus partir. Voyez, donc il cédait à toutes ses fatwas. Vous voyez, le bateau Bolloré, au lieu d'aller en Corse comme c'était prévu, le Phuket, c'est elle, Wolfboro aux États-Unis, où elle l'humilie en refusant d'aller dîner avec Bush. Enfin, tout ça. Elle l'a humilié pour qu'il consente au divorce, qu'il la lâche. Voilà. Donc, elle s'est... parce que juste avant, effectivement, quand Cécile disait ces femmes ont joué un rôle dans la carrière des hommes et de leur mari, quoi. Là, en l'occurrence aussi, Nicolas Sarkozy, jusqu'à présent, Cécilia, vous le dites, vous le racontez, il lui téléphonait plusieurs fois par jour. Il quittait en fait des réunions pour lui téléphoner, pour prendre son avis. Mais c'était fusionnel. Je veux dire, on déjeunait avec Cécilia, il appelait 3 fois pour dire je t'aime, ça devenait mécanique. Oui, je t'aime, quoi. Vous voyez. Bon, et puis elle, peut-être qu'elle a été submergée pour une femme par cette. On ne sait pas ce qui se passe. Vous voyez, c'était peut-être trop. Puis c'était quelqu'un qui conspirait à sa propre réussite, qui lui parlait surtout de lui, peut-être. Qui aimait follement cette femme. Elle était sa Jackie Kennedy, mais peut-être. Et puis voilà, c'est les choses qui arrivent dans la vie, c'est les choses de la vie. Mais lui, ça lui a complètement plombé son entrée, parce qu'il est devenu le président bling-bling. Moi, je trouve absolument extraordinaire qu'il ait rebondi si vite, c'est-à-dire que 4 mois après son divorce, il était remarié, et que par chance, il a trouvé quelqu'un avec qui c'est devenu tout de suite un coup de foudre et quelque chose qui dure. Parce qu'aujourd'hui, Carla et Nicolas, c'est vrai vraiment... qu'on leur donnait pas beaucoup de temps à l'époque. Hein. Oui, on se disait, et même ça faisait désordre. Vous voyez, le divorce, et puis le mariage civil. Les Français, ils en avaient marre qu'on leur parle de la vie privée. Et puis comme Nicolas Sarkozy, c'est quelqu'un qui est éruptif, qui est tempétueux, impétueux. Il mettait les gens sous tension, et c'était pas une entrée en matière de quelqu'un qui est apaisé, vous voyez. Et donc l'arrivée de Carla, d'abord il a refait son cercle familial, elle l'a réconcilié avec tout le monde, alors que Cécilia l'avait fâché avec tout le monde, elle avait écarté les amis, enfin bon. Et donc, moi, c'est sur ces 5 ans, cette histoire personnelle qu'il n'a pas souhaitée, qu'il a subie, ça lui a joué de très mauvais tours, parce que Sarkozy, c'est un grand affectif. Vous voyez, c'est quelqu'un qui aime et qui a une sensibilité, qui à la fois de temps en temps on dit mais pourquoi est-ce qu'il dit ça, pourquoi ce dérapage, je me disais toutes les semaines, je me disais mais pourquoi est-ce qu'il dit ça, vous voyez, et j'ai dit qu'il y a toujours un conflit en son intelligence qui est immense, et moi je dis qu'il est au-dessus du lot. Parce qu'il a une vista, mais à la fois il est le jouet d'un tempérament peut-être trop sanguin, peut-être trop de vitalité, vous voyez, et c'est ça. Allez, le roman de la vie politique française de 25 ans en tout cas, des années 95 jusqu'à 2017, c'est raconté en fait dans ce livre. On va y revenir dans un instant. On verra aussi que vous êtes sans concession avec un certain François Hollande. C'est assez cash. Et puis même vous revenez aussi, puisqu'on a évoqué Jacques Chirac et la cohabitation avec Lionel Jospin. Jospin qui l'appelait l'autre. Il ne l'appelait pas Jacques Chirac, il l'appelait l'autre. On va y revenir. Il le détestait. Allez, on y revient dans un instant avec Catherine Ney. Et vous avez posé des questions, bien sûr, 0826 300 300, on vous attend au standard, à tout de suite. Il est 9h32, tout ce que vous vouliez savoir sur les présidents, vous ne le savez peut-être pas, mais en tout cas, c'est dans ce livre. Le livre, tu le sais bien, Le temps passe aux éditions Bouquin, avec Catherine Ney ce matin, journaliste politique. Oui, beaucoup de détails en fait sur ces années, des coulisses, évidemment, parfois des révélations.
ou en tout cas des informations qui nous avaient échappé. On y revient beaucoup. Alors, sur les politiques, mais aussi un peu sur les médias, hein, Catherine, et vous y revenez aussi un petit peu, parce que évidemment, vous connaissez parfaitement ce monde en fait, des médias. Juste parce qu'on a évoqué beaucoup Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, vous avez dit qu'ils étaient humains, hein, c'est ce qui vous touchait en fait beaucoup, comme Nicolas Sarkozy quand vous l'avez décrit en fait tout à l'heure. Et en revanche, c'était pas le cas avec Lionel Jospin et François Hollande. François Hollande, vous dites quand il est arrivé à l'Élysée et après, c'est comme si on avait coupé l'électricité à l'Élysée. Il ne se passait plus rien. C'est vrai que Nicolas Sarkozy, c'est un hyperactif et on avait de ses nouvelles tous les jours pratiquement. Ouais, peut-être trop hein, d'ailleurs. Peut-être trop, mais il y avait une animation à l'Élysée, vous voyez, et ça je l'ai pas dit dans le livre. En plus, on appelait l'Élysée parce que il avait un cabinet de gens très très forts, vous voyez, avec Muscat pour l'économie, l'ouvrier à la communication. Oui, qui était le seul. On l'appelait dans le quart d'heure et c'était pas à moi spécialement. Donc c'était, il y avait pour le social Raymond Soubi qui est le grand pape, vous voyez. Il y avait Jean-David Lévy pour la diplomatie. Et c'était des gens qui vous donnaient de la substance, vous voyez. Il y avait Reynaud, j'ai oublié son prénom, pour les questions européennes. Ah oui. Et c'était quelque chose, vous voyez, qui nous nourrissait. Donc on allait vers l'Élysée. Oui. Mais quand François Hollande est arrivé à l'Élysée, d'abord, moi, j'ai plus jamais appelé l'Élysée parce qu'il avait un cabinet, on pouvait pas les joindre. Enfin, il y avait plus rien. D'ailleurs, ça continue. Peut-être à l'Élysée, oui, mais alors Catherine était proche de Nicolas Sarkozy, donc on va pas lui donner des informations. Non, pas du tout. Non, justement, il ne voulait pas avoir de cabinet comme Nicolas Sarkozy. Il prenait le pied inverse, voilà. Et puis il avait un conseiller diplomatique qui s'appelait Ortiz, qui était très bien, mais qui a été malade et qui a disparu très vite. Donc on ne savait pas à qui téléphoner, mais son représentant, celui qui s'occupait des affaires sociales, on n'avait pas le droit de lui téléphoner parce qu'il lui avait interdit de parler, voyez. Et puis quand Jean-Pierre Jouyet est arrivé, comme il y a eu plusieurs histoires, il lui interdisait de parler. Donc on ne s'intéressait plus à l'Élysée, donc on s'intéressait moins à lui, si vous voulez. Et puis lui, c'est vrai qu'il a parlé, il a attendu 4 mois pour faire sa première conférence de presse en septembre, et puis après on a attendu 7 mois pour la seconde, vous voyez. Alors une fois il avait J'ai mon cap, et puis après il avait sa boîte à outils. Donc il ne racontait rien aux Français. Il n'a pas su leur dire où il les menait, où il voulait. Il leur disait simplement que on allait l'inversion de la courbe du chômage. Voilà. Qu'est-ce qui reste de lui d'ailleurs? Il reste un mauvais souvenir, j'en sais rien. En tous les cas, quelqu'un qui ne s'est pas représenté. C'est le seul qui n'a pas osé y aller. Mais c'est pas qu'il n'a pas osé, c'est qu'il ne pouvait pas. C'est-à-dire que déjà, au bout de 3 ans, 82% des Français ne voulaient pas qu'il se représente. Et puis, cet homme qui ne parlait pas, il s'est confié à 2 journalistes. Qui l'ont totalement piégé. Mais je veux dire, quand même, il a perdu, sa propre parole lui a échappé. On lui a dit, mais non, vous l'avez dit, vous ne pouvez plus y revenir. Non, mais il était président de la République. Je veux dire, si vous ne pouvez pas contrôler, il s'est fait complètement avoir. Mais comment c'est possible aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux? Mais vous savez pourquoi il leur a parlé comme ça? Parce que ils avaient été David et l'homme étaient tellement des anti-sarkozystes, hein, et que chaque semaine, les gens autour de Nicolas Sarkozy disaient qu'est-ce qu'ils vont encore sortir dans le monde. C'était quand même très malveillant. Après, ils ont mis un peu d'eau dans leur vin, mais c'était quand même une malveillance, faut quand même le dire. Hein. Moi, je le dis comme journaliste. Bon. Et donc, c'était un brevet qu'ils seraient gentils avec lui, qu'ils pouvaient se confier avec eux, et auprès d'eux. Et puis, comme en plus, il était seul à l'Élysée, comme il a vite rompu, et puis que c'était... Et puis, il y avait eu le livre de Valérie Trierweiler, qui avait fait mal aussi, Les Sans Dents. Voilà, et souvent, lui aussi, dînait seul le soir, il préférait, et donc il se confiait à eux, il parlait, et tout ça, et tout en leur disant, mais vous savez, ça, un président ne devrait pas dire ça, pour leur montrer qu'il avait confiance en eux. Et puis au contraire, il leur dit, mais puisque vous l'avez dit, et ils en font leur titre. Moi, je trouve que c'est pas du journalisme. Moi, je trouve ça, moi personnellement, je trouve ça choquant. Oui. Mais ce que je trouve encore plus choquant, c'est qu'après, quand ce livre est sorti, ça a donné toutes les raisons à Manuel Valls de rompre avec lui, lui dire c'est pas possible. Et tout le monde disait, mais tout ce que tu as dit sur les magistrats, tout ce qu'il dit les uns et les autres, Bartolone, il le traite de type, enfin, qui n'a pas de charisme, enfin, et on sentait son mépris, y compris pour ses propres amis dans ce livre, parce qu'il s'était allé
il se laisse aller comme quelquefois on se laisse aller dans des dîners auprès des amis. Et si on répétait tout ce qu'on dit dans les dîners en ville, c'est vrai qu'on aurait peut-être plus d'amis après. Mais donc lui s'est laissé aller. Il était président de la République. Oui. Et donc après l'échec, enfin son échec qui a été aggravé par la parution de ce livre, qu'il ait accepté là de parler encore à David et l'homme, mais ça pour démolir Macron. Moi je trouve ça, mais de sa part, absolument incompréhensible. Oui, Catherine, dans ce livre, on ne pourra pas tout évidemment décrire parce qu'il y a énormément de pages d'histoire, d'anecdotes aussi, je le disais, d'informations, de révélations. Vous revenez sur les personnalités complexes que sont par exemple Philippe Séguin ou Lionel Jospin. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui de tels personnages dans le monde politique en fait aujourd'hui? On dit qu'il s'est appauvri, ce monde politique. Il s'est appauvri parce que vous voyez, Jospin, il était entré au Parti Socialiste depuis 73. Donc on l'avait suivi, il avait fait son chemin, il était devenu une personnalité, il y avait une histoire, il y avait ses rapports avec Mitterrand, il n'était pas le chouchou, c'était Fabius. Donc nous, on les suivait depuis longtemps et c'était devenu des personnages du roman français. C'est pareil pour Philippe Séguin, qui, avec un caractère particulier, et j'ai expliqué pourquoi il était si malheureux, pourquoi il avait ces accès de boulimie. C'est parce que dans le fond, il a dû porter la mémoire d'un père qui n'était pas le sien, qui est une histoire assez tragique. Oui, bien sûr, ça a été terrible. Mais c'était des personnages parce qu'ils étaient là depuis longtemps, qu'ils ont fait carrière, ils ont été maires, ils ont été élus, ils ont connu des échecs, ils ont rebondi, vous voyez tout ça. Et donc c'est une histoire, c'est une longue histoire. Tandis qu'aujourd'hui, quand vous voyez la nouvelle majorité, avec des gens qui sont là pour la première fois, ils ne sont pas connus, il n'y a pas d'histoire, c'est trop tôt. Moi je dis que je répète, c'est que le non-cumul des mandats a interdire de créer des baronnies avec des gens qui s'implantaient, qui étaient sur le terrain. Et ça c'est indispensable, vous dites, dans la vie française. C'est indispensable, en tous les cas, c'est une spécificité française qui faisait qu'il y avait une richesse et que c'était intéressant pour quelqu'un d'être à la fois député et maire, d'avoir de l'expérience ou président de région et député, parce que ça leur donnait une force, parce qu'il y avait une connaissance du terrain, il y avait l'habitude de gérer les choses. Et puis on les connaissait. Et ils s'implantaient, ils devenaient des personnages. Aujourd'hui, je ne sais pas, il y a peut-être des personnages qui vont en devenir s'ils restent longtemps, vous voyez. Mais pour l'instant, et là, donc il y a une richesse qui est partie. Puis si vous ajoutez qu'avec la transparence, vous voyez, si vous le devoir de... Et en plus, avec la transparence, vous devez dire tout de suite votre patrimoine. Vous voyez, quand après l'affaire Cahuzac, Hollande a dit que les ministres devaient tout de suite dire ce qu'ils avaient dans leur patrimoine, la première à rebondir, c'était Christiane Taubira qui a dit « moi j'ai 2 vélos ». Ce qui voulait dire que quand on n'a que 2 vélos, c'est qu'on est pur, qu'on n'aime pas l'argent, qu'on déteste au contraire la propriété, donc on est apte à gouverner. Donc c'est une erreur. Donc je veux dire ça, c'est absolument... Donc ça veut dire que ça en décourage certains qui peuvent réussir parallèlement et puis qui peuvent s'engager en politique. Et alors en même temps, Marisol Touraine avait dit qu'elle payait l'impôt sur la fortune. Je me souviens, à Europe, il y avait un auditeur qui avait dit « ah bon ? J'aurais pas cru ça d'elle. Elle paye l'impôt. Ah ben je voterai plus pour elle. Vous voyez, donc quand on fait des lois comme ça, vous savez bien que les Français sont des gens qui sont un peu jaloux, que l'égalité, ça veut dire que surtout que l'autre soit pas plus riche que moi. C'est ça que ça veut dire aussi. Il faut dire la vérité. Donc ça crée des tensions et vraiment de l'animosité contre ceux qui veulent diriger. Vous voyez. Donc moi tout ça, je trouve ça très dangereux. Oui, un dernier mot, Catherine, sur la situation en fait actuelle. Et la campagne, comment vous la voyez? On dit que l'atmosphère va être délétère, que... c'est une campagne qui sera violente parce que la société est violente aujourd'hui. Elle est adaptée à l'ère du temps. On a vu hier, on a vu dans le meeting, dans le meeting, ces bagarres, il va y en avoir. Et puis en plus, Zemmour, il va susciter des bagarres parce qu'il a des oppositions contre lui. Mais elles viennent de... On va voir, quoi. Mais là, on voit les choses se mettre en place, parce qu'on voit que Mélenchon est quand même en perte de vitesse et qu'il a son discours qui est passé avant. On sent qu'il a quelque chose qui s'est cassé par rapport à 2017. Même s'il reste quand même le leader pour l'instant de la gauche, quoi. Oui, il reste enfin, Qu'est-ce qui manque à Anne Hidalgo, vous qui connaissez toutes ces personnalités politiques, pour qu'elles émergent?
Écoutez, vous avez remarqué que contrairement à Valérie Pécresse, elle a fait acte de candidature et qu'elle n'est pas remontée dans les sondages. Mais d'abord, d'abord parce qu'elle n'est pas bonne. Je veux dire, quand elle s'exprime, quand elle prend la parole, vous voyez, je ne sais pas comment une femme qui a autant d'ambition a un parler aussi mou. Voyez, donc elle n'entraîne pas. Bon, et puis sa gestion à Paris, son caractère fait qu'elle a beaucoup d'ennemis aussi. Et puis, mais surtout, le choix d'Anne Hidalgo révèle la pauvreté en homme du camp socialiste, vous voyez, parce qu'on disait les Républicains, mais ils ont réussi à 5 à préparer cette primaire, à être dans des fauteuils, à se parler ou derrière des sans s'injurier. Tandis que vous pouvez pas faire ça avec le Parti socialiste. Vous ne trouvez pas 5 personnes qui ont vraiment un socle idéologique commun, avec quelques variantes et qui seraient prêts à s'entendre et à s'effacer, vous voyez. Et c'est ça qui est aussi, c'est la fin. Je veux dire, c'est le Parti socialiste a explosé. Mais est-ce qu'en général il y a encore de la conviction ? On se pose des questions, parfois on se dit est-ce que ce ne sont pas des belles paroles C'est-à-dire des convictions. Quand vous avez des convictions et que vous faites par exemple les 110 propositions et que vous faites voter pour faire plaisir au peuple, la retraite à 60 ans à un moment où l'augmentation de la vie augmente de 3 mois par an, c'était vraiment la mesure à contre-cycle. Alors on dit c'est formidable. Ben non, c'est pas formidable. Quand vous faites les 35 heures alors que les patrons n'en veulent pas et que même les syndicats n'en veulent pas et que même les ouvriers n'en veulent pas. Parce que les ouvriers, ils ont quitté les socialistes au moment des 35 heures. Et les socialistes s'en sont aperçus au moment des municipales. Parce qu'ils ne pouvaient plus faire... Les ouvriers, ils ne veulent pas des loisirs en plus. Ils veulent gagner plus. Travailler plus et gagner plus. Mais pas les 35 heures. Quand Mme Aubry disait du temps libre pour moi, du travail pour à côté. Mais je veux dire, c'est dingue de dire une chose comme ça. Voilà, ça ne correspond pas au désir profond de la base. Voilà. Ce qui montre la méconnaissance finalement des Français. Quoi. Oui. Voilà. Oui. Et Catherine, le temps passe. Est-ce que vous avez un regret de ne pas avoir fait de la politique vous-même ? Ah ben non. Non. Mais non. Vous n'avez pas dit à un moment. On vous a sollicité à plusieurs reprises ou pas ? C'était Valéry Giscard d'Estaing qui voulait que je sois sur sa liste pour les européennes. Oui. Et il m'avait reçu. Et je lui avais dit non, merci, moi je suis journaliste. Il m'a dit pour une fois que je vous propose quelque chose. non, pas du tout. Vous n'avez pas ce regret de ne pas avoir été. Mais écoutez, justement. non, mais vous vous rendez compte, le métier que l'on fait, c'est. Peut-être le moment de changer d'avis. Comment ? Ah non, jamais. Non. Non. Bon, en tout cas, beaucoup de... Et vous pourrez écrire sur Emmanuel Macron ou pas alors ? Attendez, il faut d'abord qu'il soit réélu. Non, bien sûr. Qu'il soit réélu, qu'il rappelle là, pas tout de suite, non ? Oui, parce que ça va jusqu'à 2017, quoi. Donc évidemment, tu le sais bien, le temps passe. Souvenir d'eux. Aux éditions Bouquins Mémoire. Merci Catherine Ney d'être passée ce matin. Merci beaucoup. À Sud Radio.